Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. Allez, on débute direct avec notre Fear and Greed Index et sans surprise, nous revoilà dans l'extrême peur à 22. Du côté des marchés US, nous sommes toujours dans la zone de greed à 61. Pour tous ceux qui vivent leur bear market pour la première fois, dites-vous que vous êtes officiellement baptisés. Nous arrivons à un moment crucial du marché, il ne faut surtout pas lâcher maintenant. J'entends bien, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on doit encaisser des pertes, mais c'est exactement à cette période précise où il ne faut pas céder à la peur, et encore moins à la panique. Sachez en tout cas que vous n'êtes pas seul, et que si vous avez besoin de parler, de crier votre colère, ou tout simplement de vous changer des idées, vous pouvez me retrouver avec la communauté des zappeurs et zappeuses dans notre channel Telegram. Le lien devrait s'afficher en haut à droite de votre écran. Allez, installez-vous confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Zap Crypto. Sam Bankman-Fried est sous le feu des projecteurs alors que son fonds d'investissement Alameda Research et sa plateforme de trading sont tous deux soupçonnés d'insolvabilité. Pourtant, il y a encore quelques mois, Sam était l'étoile montante de la crypto et le sauveur qui allait racheter Celsius et Voyager après l'énorme débâcle qu'avaient subi ces deux plateformes. Autrefois admiré pour son intelligence hors du commun, il est désormais fui comme la peste alors que son empire est sur le point de s'effondrer. Et pourtant, tout avait si bien commencé. SBF est un mec simple. Pas de costume-cravate, pas de Lamborghini, ni de villa à Saint-Tropez, pas de soirée arrosée, rien. Notre jeune milliardaire est un végétarien décoiffé qui porte des shorts, dort au bureau et jure de reverser l'intégralité de sa fortune aux plus démunis. En 5 ans à peine, ce fils de prof était devenu l'un des plus jeunes milliardaires du monde à la tête d'une fortune colossale, estimée à 24 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée, SBF gagne votre salaire annuel en 30 minutes et peut s'acheter un studio à Paris comme vous achetez une baguette de pain. De quoi donner le tournis, non ? Oui, mais, il y a un mais. En une journée, il a perdu 94% de sa fortune et aujourd'hui, il n'est désormais plus milliardaire. Mais commençons par le commencement. Comment est-il devenu si riche en si peu de temps ? Binance qui vient de dire après avoir réalisé le due diligence, donc après avoir vu les comptes de FTX, vu ce qui s'est passé chez Binance, on a décidé qu'on n'allait pas racheter Binance, qu'on n'allait pas racheter FTX. Il cite plusieurs raisons pour ne pas racheter FTX, notamment le fait que les fonds des clients de FTX ont été utilisés pour faire d'autres choses alors qu'ils n'étaient jamais censés être utilisés. C'est injustifiable d'utiliser les fonds des clients par exemple qui voulaient juste acheter des crypto-monnaies sur le marché spot ou qui voulaient juste conserver leurs crypto sur FTX. Ces fonds ont été utilisés pour faire autre chose, pour être prêtés, pour être investis. On n'a pas encore le détail. Ils ont aussi cité d'autres choses qui étaient qui les ont refroidis, qui a refroidi Binance, notamment les agences fédérales américaines qui sont en train d'enquêter sur FTX. Binance n'a pas envie d'aller sur des longues années d'enquête, de procès, si jamais ils rachètent FTX. Et ils ont dit finalement, écoutez, on stoppe tout ça, on stoppe le rachat de FTX, et ils continuent de dire que c'est une très mauvaise chose en fait pour toute l'industrie crypto. C'est pas une bonne nouvelle pour Binance en tant que tel, parce qu'ils disent que c'est toute l'industrie qui est impactée, la perte de confiance elle est globale, mais ils ont vu à travers les diverses années, à travers les divers crashs qu'ils ont connus, que chaque fois on était de plus en plus fort et que finalement il fallait continuer de construire des choses et que l'écosystème allait être plus robuste. Mais là, c'est vraiment honnêtement la catastrophe. On a un détail. Enfin, ils ont donné un peu plus de détails, mais j'attends la réaction de CZ sur le sujet. Comment il va réagir ? Il avait dit qu'il pouvait rien dire tant que le deal n'était pas bouclé ou non. Là, le deal est pas du tout bouclé. Et honnêtement, ça sent vraiment pas bon pour FTX. On a tout le marché crypto du coup qui est en chute libre. Regardez, un Bitcoin à 16 000 $, moins 12%. On n'a pas vu ces prix depuis très très longtemps. Un Ether à 1100 $, moins 14%, BNB moins 16%. Tout le marché est vraiment en chute. C'est une perte de confiance globale que connaît toute la crypto. Regardez ce qui s'est passé avec Mt. Gox en 2014. Pour le coup, ils n'ont pas encore récupéré les fonds aujourd'hui. Donc, ça fait quasiment 7 ans, même 8. Ça fait 8 ans, pour le coup, que Mt. Gox a sauté. Et pour l'instant, les clients n'ont toujours pas récupéré leurs fonds. Donc, j'espère pas que ça prenne autant de temps. Et en tout cas, ce serait vraiment le pire des scénarios pour moi. Ensuite, les autres risques, c'est quoi ?
c'est une perte de confiance massive. On a quand même eu une année très difficile, il faut le dire, où pour moi tout le monde a été mis à mal. Alors on passe notre temps à nous parler en fait de décentralisation, etc. Je suis désolé, mais on ne compte plus le nombre de hacks, de piratages qu'il y a eu au niveau des applications de la DeFi. Des quantités astronomiques de pognon qui ont été perdus, bloqués lors de hacks sur tout un tas d'applications de la DeFi. Alors certes, il n'y a pas eu en fait de piratage sur les principaux acteurs comme Aave par exemple, mais il y en a quand même eu une sacrée flopée qui a franchement mis un gros coup en termes de confiance, au niveau de la DeFi. Voilà. Premier point. Deuxième point, il y a eu un effondrement d'un stablecoin. Bon, stablecoin algorithmique, il faut préciser, ça n'a rien à voir avec de l'USDT ou de l'USDC, voire du BUSD, plus du token de Terra Luna. Donc ça également, il faut le prendre en compte. Il y a eu également une énorme perte de confiance par rapport à ça. Il y a eu l'effondrement par la suite de Celsius, donc l'une des principales plateformes pour faire du rendement, pour générer du rendement, qui a également sauté. Donc ça veut dire que il y a eu la DeFi, il y a eu donc la partie décentralisée, il y a eu la partie centralisée, il y a eu les stablecoins, et maintenant on a la cerise sur le gâteau, une plateforme d'échange, et pas des moindres, la deuxième, troisième plus importante plateforme d'échange crypto qui se retrouve en grande difficulté. Donc là, vraiment, aujourd'hui, je trouve que c'est exécrable ce qui se passe pour l'écosystème. Vraiment, c'est très mauvais tout ça. Ça envoie une image vraiment d'incompétence à tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux. Et le problème, c'est que autant quand on faisait ça en 2013, 2014, il n'y avait pas grand monde dedans. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. J'ai envie de dire que ça posait pas trop de problèmes. Le souci, c'est que l'écosystème grossit. Le nombre de personnes qui évoluent autour grossit. Le nombre d'argent qui va être géré explose. Et on est toujours aussi incompétent. On est toujours aussi incompétent à faire n'importe quoi dans tous les sens. Vraiment. Et on voit que de nouveau, quand il n'y a pas de régulation, eh ben, l'être humain, il est gavé d'incompétents qui font que des conneries. Quand on regarde Celsius avec Mashinsky, quand on voit les casseroles que le mec au final se traîne, quand on voit SBF, au final ce qui s'est passé, quand on voit les mecs de 3AC, quand on voit le Duno avec Terra Luna, je suis désolé en fait, mais tout ça, c'est juste la preuve d'une incompétence folle. Et c'est vraiment effrayant de se dire qu'aujourd'hui, même les plus gros acteurs, eh bien, ils sont incompétents. Il y a un autre acteur dont je voulais vous parler, évidemment, c'est Tether. Et là, je vais faire une vidéo un tout petit peu plus longue parce qu'il faut en parler. Le Tether s'est dépeg ce matin. Alors, ça, tout le monde flippe à chaque fois parce que dès qu'il y a un mouvement de marché, le Tether commence à se dépeg. Et là, il est descendu à 0,96, même un peu plus tout à l'heure. Et donc là, évidemment, ça fait peur parce que Tether, c'était un des plus gros consommateurs. En fait, c'est FTX, c'était l'un des échanges qui a le plus, en fait, demandé à émettre de Tether. Vous savez comment ça fonctionne. Et en gros, FTX est venu voir Tether avec ses tokens. Donc peut-être du cash qu'il avait obtenu grâce à ses FTT, soit dit en passant. Et il a déposé du cash chez Monsieur Tether, qu'il l'a mis en banque. Alors je sais pas ce qu'ils en ont fait, parce que c'est super opaque. Et ils ont émis des Tether. Et donc ces Tether sont en circulation. Mais voilà, FTX, c'était un des plus gros consommateurs donc de Tether. Ça, on le voit, donc il y a Alameda et Cumberland. Donc Cumberland qui a dit, d'ailleurs, ils ont un petit communiqué en disant qu'ils n'étaient pas non plus impactés. Alors ça veut pas dire que pour autant, enfin je veux dire, le cash qu'a apporté FTX, il l'a apporté. Enfin voilà, c'est du vrai cash. Il est censé être dans les réserves de Tether. On n'est pas dans la même configuration que celle que j'ai décrite avec MIM hier et le FTT. Je veux dire, les FTT ne sont pas là pour collatéraliser le Tether. Donc ça, c'est différent. Mais bon, on voit quand même le Tether prendre des claques à chaque fois. D'autant que si vous regardez dans les principaux pools, ça c'était le pool d'hier, mais regardez en fait le tri-pool dans Curve, qui est le pool emblématique des stablecoins, vous voyez, on voit quand même que la répartition, on a 64% de Tether dans le pool principal, ça veut dire que tout le monde se barre, enfin pas tout le monde se barre, mais ça veut dire qu'il y en a, les gens sont pas très confortables, en gros ils prennent des USDC et du coup il y a des arbitrageurs qui viennent rajouter des USDT, vous voyez, mais ça permet de savoir un peu, de voir un peu que la confiance dans l'USDT en ce moment est en baisse.
Solana, du coup, le problème c'est que eux ils ont perdu encore plus que les autres altcoins. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que Alameda Research avait énormément de jetons Solana du coup dans son portefeuille, dans ses actifs, et elle en a vendu une grande partie, ce qui a fait tout simplement couler le cours du Solana. Solana a perdu 32% hier. Aujourd'hui, on est sur du 20-25% de perte également. Solana qui descend à des prix très très bas, sous les $20. Alors effectivement, il y a plein de gens qui parleront d'opportunités d'achat pour Solana, qui a un écosystème quand même sympa, même si au niveau de la sécurité, enfin au niveau du fonctionnement et des pannes notamment, c'est pas toujours très bien Solana. Bref, attention tout de même à ne pas connaître l'effet Terra Luna pour Solana, qui pourrait être une blockchain qui pourrait pourquoi pas disparaître dans les prochaines années. On sait que ça peut arriver, que c'est déjà arrivé plein de fois dans le passé. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur du coup les cycles de bull market et de bear market, et vous verrez dans cette vidéo qu'à chaque fois, il y a beaucoup de crypto-monnaies du top 10 qui disparaissent d'un cycle à l'autre. Et donc, attention à Solana. On a aussi quelque chose qui fait assez peur au niveau des mineurs. De nombreux mineurs de Bitcoin éteignent maintenant leur plateforme. Donc, ils parlent plutôt des machines de minage, voilà, en parlant de plateforme. Le coût d'électricité de Bitcoin vient d'être dépassé pour la deuxième fois seulement en 5 ans. La facture d'électricité du mineur moyen est maintenant supérieure aux revenus gagnés. Et ça fait peur parce que vous voyez que voilà, c'est pas arrivé depuis le crash du Corona. C'est-à-dire que c'est pas arrivé depuis le crash du Corona qu'on ait autant de mineurs qui débranchent. Donc, ça fait peur, mais c'est vrai qu'à long terme, on s'aperçoit que quand on a des mineurs qui débranchent comme ça, c'est souvent les meilleurs moments pour rentrer sur le marché. Du coup, qui nous propose, du coup, pour une transparence totale à l'avenir, de mettre en place le Proof of Reserves, qui, du coup, en fait, viserait à obliger les exchanges, les applications crypto, enfin, toutes les boîtes crypto, en fait, à prouver qu'elles ont bien la liquidité qu'elles avancent. C'est-à-dire qu'elles peuvent en fait finalement rembourser les gens, payer les gens s'ils retirent des fonds. Je vous rappelle que par exemple FTX, là, il y a eu plus de 8 milliards qui ont été retirés. Forcément, du coup, après, ça a été bloqué, c'est la merde et tout. Donc du coup, ça peut être pas mal. Apparemment, d'ailleurs, Kraken le met déjà en place depuis plusieurs mois, l'exchange Kraken. D'ailleurs, pour vous redire aussi également, l'exchange Kraken, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste qu'en fait, les gens n'ont pas pu aller sur le site parce qu'il y avait trop de monde qui allait d'un coup dessus. Mais en soi, les retraits et tout ça, il n'y a aucun problème sur Kraken. Et également aussi sur crypto.com, il n'y a aucun problème. Quand même une bonne nouvelle au milieu de ce chaos, quand même, je voulais absolument mettre cette nouvelle, c'est que Subway, mine de rien, va accepter le Bitcoin. C'est une expérimentation, c'est la franchise de Subway en Allemagne qui va l'accepter, et vraiment le mec, ça fait une petite bouffée d'air quand même. Berlin Subway franchise. Voilà, donc ils ont commencé à accepter le Bitcoin, et c'est quelqu'un qui est vraiment à fond dans le Bitcoin depuis pas mal de temps, et il a dit qu'il voulait tout simplement aider à l'adoption du Bitcoin comme monnaie, donc ça fait quand même plaisir ce genre de nouvelles. Il fallait absolument rééquilibrer tout ça avec une nouvelle sympathique. Alors, j'ai lu quelque chose d'un analyste que je trouve assez intéressant chez Saxo Market, qui est Charu Shanana, donc salut Charu, je sais absolument pas qui c'est, si c'est un homme ou une femme, du tout, mais je salue quand même, et je le cite, elle dit que le plus grand risque est une surinterprétation des chiffres par les marchés. Il est possible que la publication montre un ralentissement, sans aucun doute, mais la Fed a déjà communiqué sur la possibilité de hausse des taux moins élevés à l'avenir, sans pour autant renoncer à son orientation haussière. Donc ça, c'est une analyse qui est intéressante. Il craint une surinterprétation des chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si là, par exemple, on attend sur un an glissant un ralentissement, on passe de 8,2 à 8, c'est ce qui est un peu prévu sur une année. Alors imaginez qu'on est 7,9, les marchés pourraient s'emballer et se mettre à monter. Mais ce qu'il nous rappelle de manière, ou elle nous rappelle de manière fort juste, c'est que l'objectif dans les statuts même de la Fed ou de la BCE, c'est pas une inflation à 8%, ça c'est pas du tout contrôlé. Leur objectif, ce qui a permis la croissance, le développement de ces 30 dernières années, de sortir aussi indirectement 1 milliard de personnes des bidonvilles par la croissance économique générale, c'est une inflation de 2% par an. Donc si on est content à 8% alors que les objectifs des banques centrales sont de 2% par an d'inflation, on risque d'avoir des mauvaises surprises, parce que à 8%, la Fed va continuer à augmenter de manière très régulière ses taux d'intérêt.
Donc attention à l'excès d'optimisme. Si l'inflation baisse un petit peu, il y a encore pas mal de chemin et on aura quelques augmentations de la Fed avant qu'elle refasse une réunion du FOMC en disant bon, on maintient les taux. Il faut vraiment que l'inflation baisse beaucoup plus. On ne peut pas s'habituer à 8% d'inflation, c'est beaucoup trop. Donc voilà, aujourd'hui dans les marchés, on se retrouve avec d'un côté la déception de ne pas avoir vu les républicains gagner comme on voulait qu'ils gagnent, c'est-à-dire de manière massive. De l'autre côté, on se rend compte qu'on a les chiffres du CPI qui arrivent tout à l'heure. On craint aussi quand même que finalement tout ce ralentissement nous balance en récession. Quand on regarde un petit peu les chiffres globalement, vous regardez certaines études, il y en a qui nous disent il y a 23% de chances d'aller en récession l'année prochaine, dans le courant du premier semestre 2023. Je sais pas comment ils calculent leur système, mais 23%. Et puis là, il y en a un autre qui, visiblement, a un autre système. Il doit pas lire avec les mêmes eaux ou les mêmes mares de café. Je ne sais pas, mais en tout cas, lui, il prévoit 55% de chances d'avoir une récession d'ici le mois de juin-juillet 2023. Donc, grosso modo, on commence beaucoup à parler de récession, et ça, forcément, on n'aime pas trop, on craint un petit peu l'histoire, et le marché est un tout petit peu tendu par rapport à ça. Ça, c'est le côté marché classique, et puis de l'autre côté, eh bien, on a cette explosion du marché crypto à la baisse, qui fait qu'on se pose beaucoup de questions. On peut parler carrément de Lehman Brothers 2, de Lehman Brothers en crypto, ou peu importe comment vous avez envie de l'appeler, Lehman Brothers 2.0, je ne sais pas. Chose est-il qu'aujourd'hui, on craint que tout ça crée une espèce d'effet d'avalanche. Alors, pour l'instant, Binance veut se montrer rassurant par rapport à sa solidité à lui. De l'autre côté, eh bien, on a vu que tout le monde aurait donné le bon Dieu sans confession, comme je le disais tout à l'heure à FTX. Et puis, il y a encore 3 jours en arrière, SBF, donc Sam Bankman-Fried, publiait un article sur Twitter en disant qu'il fallait rester calme, les gars, parce que tout allait bien au niveau des liquidités. Le 7 novembre. Je vous laisse faire le calcul. 3 jours après, le mec, il part en vrille. Et dans l'intervalle, il arrive encore à venir nous dire qu'il savait pas vraiment ce qui se passait à l'intérieur de sa propre boîte. Alors franchement, ça fout un tout petit peu la trouille, et pas mal de gens se posent beaucoup de questions, et on sent que le marché est un tout petit peu instable. Néanmoins, pour l'instant, on tient le coup, on s'accroche encore avec une main en espérant que le CPI va nous sauver les fesses. Ça sera tout à l'heure à 14h30 qu'on aura enfin la réponse. Maintenant, prenons un peu de recul avec le mensuel. J'ai neutralisé 4 supports. Le premier correspond à la mèche de l'ancien ATH des 20K. Vous remarquerez ici qu'on a clôturé parfaitement sur ce niveau de prix et qu'ensuite on a travaillé ce support pendant au moins 5 mois. Le deuxième s'accorde à la clôture de l'ancien ATH en mensuel mais aussi en trimestriel. Le troisième est ni plus ni moins que le long plat constitué par la Kinjun en mensuel. Bon, j'ai affiché le quatrième pour vous montrer à quel point il a été pertinent toute l'année 2018, mais y compris ici avec cette touchette et la clôture parfaite sur ce niveau de prix lors du flash crash de mars 2020. Mais je serais le premier étonné de revoir un BTC à 4 chiffres. Je pense que ce serait déjà dingue si on touche la barre symbolique des 10 000 $. Prenons encore un peu plus de recul avec le trimestriel. Ce qui m'intéresse, c'est cette clôture ici à 14 000 $ que nous avons également identifié sur le mensuel. Comme vous pouvez le remarquer, on est venu tester ce prix, donc idem sur le mensuel, notamment les 10 000 $ que nous pouvons retrouver ici sur la Kinjun qui a été brisée. Regardez, on a eu un signal, j'ai oublié de mettre une pastille verte ici, on a eu un signal haussier quand on a brisé donc ce niveau de prix. Et ensuite, regardez, on a travaillé le haut du Kubo, donc la SSA, pour ensuite aller chercher cette résistance. Donc, sur le trimestriel, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'identifier d'autres zones de prix, ou plutôt de consolider certains supports ou résistances que j'ai identifiés sur le mensuel. Et comme vous pouvez le remarquer, ici, on a donc cette zone entre 10 et 14K, entre 14 et 19, donc on a plus d'espace sur le trimestriel, donc on peut se dire que on n'a pas, en tout cas, de support ou résistance intermédiaire entre 14 et 20K, grosso modo, sur le trimestriel. N'oubliez pas que plus on prend du recul avec les unités de temps, plus c'est efficace. Le Bitcoin est dans une progression long terme, c'est-à-dire que tant le Bitcoin ne passe pas sous les 3 000 $, il maintient une cyclicité haussière, c'est-à-dire que le Bitcoin fait des bottoms haussiers à long terme et des tops haussiers.
Ça change rien que le Bitcoin fasse un bottom à 7 000, 12 000, 15 000, 16 000, 13 000, 9 000, peu importe. Tant qu'il fait un bottom au-dessus des 3 000 $, il maintient sa cyclicité qui est haussière à long terme. Je suis un marché qui fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, tout simplement. Et j'ai bottom en 2015 à 176 $. J'ai bottom en 2018 à 3 000 $. Je bottom en 2022 à 16 000, 15 000, 12 000, 8 000, 6 000, 5 000. Je bottomerai toujours plus haut que 3 000. Donc je poursuis cette phase de progression. D'ailleurs, quand on a des news comme ça, les analyses techniques t'en fait un rouleau. Attendez, je vous explique autrement. Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. La grosse annonce du jour côté gaming, c'est bien sûr du côté de Sorare, puisqu'ils ont comme ambassadeur Messi. Donc en fait, ils commencent à avoir tout le monde, ils ont Mbappé, ils ont Messi. Sorare, vraiment, c'est une pépite. Ils sont vraiment, ils survolent le bear market. C'est un truc de fou, Sorare. Je suis vraiment fan de tout ce qu'ils font. Vraiment incroyable. Bravo à eux, vraiment bravo à eux. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.